journée, un jour, elle est en train de jouer du piano, et puis ses mains ont commencé à saigner. Et puis, le sang giclait. Alors, c'est un peu fort, le gicler, là. Le cadenas est mis pour longtemps au domaine Moreau. L'activité y est réduite à zéro et le petit village de 1400 âmes pourra reprendre sa quiétude bucolique toute beauceronne. Gérard Deltel, TVA, Scott Jonction. Il faut se rendre à kidnapper un collègue dont elle était tombée amoureuse. C'est le genre d'aventure qu'on retrouve habituellement dans les films, mais qui va justement se retrouver à l'écran parce qu'un producteur de Los Angeles a acheté les droits. Louis Cloutier a plus de détails. Au moment où ce drame humain commençait à passer dans l'oubli, Hollywood l'exhume et le traduit en téléfilm. L'histoire... Le budget de production est de 3 millions. Le tournage se fera à Toronto. Avant de commencer, le producteur aimerait bien entrer en contact avec la victime. L'homme est toujours à l'emploi de l'Université de Trois-Rivières, ici, tout comme sa ravisseuse d'ailleurs. Celle-ci avait plaidé coupable et évité la prison à condition, entre autres, de ne pas chercher... Musique, durant les banquets, les nobles pouvaient se payer des artistes. Ils avaient des gens qui jonglaient pour eux, pour les divertir. On faisait aussi des combats, des tournois chez les chevaliers pour éprouver leur force, leur vaillance au combat. Il y avait bien sûr l'amour courtois, la poésie, la chanson, une foule de spectacles qui, aujourd'hui, on voit à la télévision, mais qu'à l'époque étaient à tous les coups en direct. On aimait bien les rondeurs à cette époque-là. C'était très sage d'avoir ces petits bourrelets. Oui, on peut dire que effectivement, je pourrais faire un bon vieux noble du Moyen Âge, bien en chair et bien un bon bourgeois, finalement. Et si on parlait un peu des objets que vous avez retrouvés, que vous avez retracés de cette époque-là, vous en avez apporté ici quelques-uns aujourd'hui. Oui, bien sûr. Il y a les boucliers, il y a les armures, il y a aussi les armes de l'époque. Et j'ai amené même une petite maquette qui nous montre bien quel était le mode de vie de l'époque centré sur le château. Donc, j'ai amené une maquette de château. Il ne faut jamais oublier que le château est un lieu de refuge, un lieu de commerce, un lieu de divertissement. Et les paysans tout autour du château sont protégés par le Seigneur. Et si on parlait un peu du fou du roi? Ah, le fameux fou du roi ou le roi des fous. Ah, c'est lui qui nous divertit, c'est lui qui peut se permettre plein d'écarts durant les banquets. Il peut se moquer des autres qui sont très bien habillés et tout et tout. Et puis, bien sûr, il est là pour faire rire. Alors, c'est très important. Les fous qui ne font pas rire, on s'en débarrasse et on a cherché un qui est plus drôle. Alors, notre fou, je crois qu'il est très drôle ici. Alors, Benoît, nous allons commencer un petit peu à manger. Et dans un instant, nous rencontrons Guy qui, lui, nous parle du combat. Ah oui. Avec plaisir. Voici l'album The Great. À la seigneurie du Boisé Ardent de Trois-Rivières, vous pourrez y retrouver un armurier. Il s'agit de Greg. J'aimerais avoir une belle présentation. Bonjour, Claudia. Moi, je suis Greg McGowan et puis je suis un Écossais du 11e siècle environ. Et puis, je suis dans la seigneurie du Boisé Ardent. Et dans la seigneurie, qui est un regroupement qu'on appelle un SHAR en anglais, un regroupement de la SCA, qui est la Society for Creative Anachronism, un organisme qui a été fondé en Californie voilà 33 ans. On retrouve les combats, les banquets à la table, les danses médiévales, et la fauconnerie. Bref, on couvre tous les sujets médiévaux. Et puis, moi, je m'occupe particulièrement des armures parce que j'en fabrique. Oui. Voilà 8 ans déjà, j'ai voulu faire du combat et puis j'avais pas l'argent de m'acheter toute une armure complète parce que les armures faites aux États-Unis coûtent un bon 1000 $ américains. C'est pourquoi j'ai décidé d'en fabriquer. Puis avec le temps, j'ai amélioré ma technique. Et puis, je couvre aussi les différentes époques. On a des armures en cuir clouté qui sont apparues de l'an 0 à l'an 600 environ. Et puis ensuite est apparu les cottes de mort comme celle que tu as sur le dos. Pour ça, c'est pour nous protéger des flèches, pour pas que les flèches ou les épées coupent notre peau sous la cotte de maille. Mais ils allaient au combat avec tant de livres sur le dos. Ils étaient capables de se battre. On endure facilement le poids quand on sait que c'est pour nous sauver la vie. Oui, imaginez le poids d'un soldat aujourd'hui, de l'armée régulière, quand il traîne son équipement sur le dos, son fusil et son sac à couchage et toute l'affaire, quand ils sont en opération. Et puis c'est la même chose. Et puis dans la seigneurie, pour faire du combat, il faut passer
à une approbation faite par 2 marshals, qui sont des arbitres du combat. Et dans cette situation-là, les marshals vont s'occuper de s'assurer qu'on connaît les règlements, quelle est la cible légale, c'est-à-dire en haut des genoux, là, etc. Et puis, on va vérifier que notre armure nous protège vraiment, parce que les épées qu'on utilise sont en bois, mais ça serait comme un bâton de baseball. Donc, quelqu'un qui n'aurait pas d'armure, là, il serait bien magané, là. Les armures sont nécessaires. Ça peut nous sembler un peu violent. Est-ce que vous avez droit aux gros coups, là? Ah, ben, on peut frapper de toutes nos forces, mais il y a une calibration qui se fait avant un combat. Oui. Tu frappes sur ton adversaire, et puis lui va te dire à quelle force il reconnaît le coup comme valide. Puis si lui, il endure plus les coups ou il veut des coups forts, ben à ce moment-là, la calibration fait en sorte que tu vas frapper plus fort. Et puis dans une grande mêlée où il y a des centaines de soldats de chaque bord, parce qu'on a même un combat en Pennsylvanie l'été, un regroupement mondial de la SCA, où il y a 2 armées de 2000 soldats chaque côté, des soldats en armure, là. Et puis il peut arriver que, parce que tu arrives d'ailleurs et tu les connais pas tous, que tu frappes sur quelqu'un puis il reconnaît pas le coup, donc tu frappes plus fort par la suite. Il y a des armes qui se cassent des fois. Mais il n'y a pas de blessure, par exemple. Et puis... Si on parlait un peu de la fabrication de ce casque. Ça fait pas longtemps et c'est même amovible. Oui, on a une visière ici qui est movible. Ça, c'est un casque qui s'appelle une salade. C'est un modèle allemand qui date du 13e siècle. Et puis, on a une visière movible. Et pour le placer, il faut détacher la courroie qui est ici pour pouvoir monter le menton, la mentonnière, qui est sur pivot. C'est un modèle courant pour les cavaliers. Je fais toutes sortes de modèles de casques. Il y a des gens qui me dessinent leurs casques fantastiques, puis je les réalise à ce moment-là. Je fais les armures au complet aussi. J'ai fait un effet que j'ai vendu à des gens. Il y en a que je ne sais plus où ils sont rendus. Ah ouais? Et puis, c'est bien plaisant. Moi, ça me passionne, les armures. Puis dans les SCA, j'en retrouve de tous les modèles. Il y a des guerriers là, qui arrivent avec des armures construites là, un peu partout, là. La façon de fabriquer de telles armures, ça se fait par martèlement? Oui, c'est avec un marteau et un enclume que le gros de l'ouvrage se fait. D'ailleurs, tous les rivets, parce qu'il n'y a pas de soudure dans mes casques, ils sont faits pareil comme au Moyen-Âge. Tous les rivets sont à côté sur l'enclume et frappés au marteau de l'autre côté. C'est des rivets que je dois commander parce qu'aujourd'hui, ces rivets-là sont plus utilisés dans l'industrie. Et puis, j'achète des feuilles de métal et je n'ai pas de presse. C'est tout en martelant que je donne les formes. J'ai réussi à donner des formes rondes assez bien comme ça. Et puis, je regarde dans des livres ou dans des émissions, des reportages, dans les musées en Europe où on a des modèles. Et puis, j'ai été au Musée de la civilisation au Québec, il y a un mois, pour voir des armures qui viennent d'Autriche. Et j'ai fait une reproduction d'un des casques là, qui est exact. Je l'amènerai là-bas, je pense qu'il ne me laissera pas sortir avec. Un vrai artiste. Oui, c'est mon côté artiste. Ouais. Je vous remercie beaucoup, Greg, de nous avoir accueillis aujourd'hui. Et pour Voix le Maison, restez des nôtres pour la conclusion de l'émission. Merci. C'est pesant. Ouais. OK, je remercie nos hôtes d'aujourd'hui, Greg et Benoît, également la Biscornue de Saint-Tite pour ses magnifiques costumes que vous pourrez admirer en fin de semaine au Médiéval de Québec et également côtoyer les personnes ici présentes pour cette émission. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Pour l'instant, mes 2 chevaliers doivent faire une joute pour obtenir ma main. Donc, la ville de Québec se remet à l'heure médiévale. Ça va durer jusqu'à la fin de la semaine et toute la fin de semaine. Et semble-t-il que ça va attirer beaucoup de gens. Le sujet d'aujourd'hui, très important. Très important, vous allez voir pourquoi. D'abord, je vais vous montrer la question. La question aujourd'hui, c'est le sexisme existe-t-il toujours? L'équité et l'égalité, ça existe. Eh bien, ce qu'on fait à l'heure actuelle, c'est qu'on régresse. Et il faut penser à nos filles, il faut aussi penser aux filles de nos filles. Parce que l'égalité, elle n'est pas encore là pour nous, les femmes. Il y a encore des batailles à livrer. Donc, le sexisme existe-t-il toujours? Beaucoup de gens qui réagissent dès maintenant. On va tout de suite aller rejoindre Mario qui nous appelle de Montréal. Bonjour, Mario. Bonjour, Mario. Bonjour. Pouvez-vous me parler un petit peu, juste pour être certaine que j'entends bien? Bonjour. Bon, là, je vous entends très bien. Est-ce que le sexisme existe toujours? Ah bien oui, le sexisme existe toujours. La preuve en est que je suis sûr et certain que lors
de votre passage, de votre émission. Il y en a qui n'aiment pas avoir une femme à l'écran parce que, bon, ça ne reflète pas l'effet Mongrain ou l'effet François, mais anyway, c'est pas grave. Je suis pas sûre que ce soit pas grave, mais en tout cas, oui, on va continuer. Je suis un sexiste assidu, dû au fait que, bon, je parle souvent avec ma conjointe de ça, dû au fait que, bon, mettons juste un travail de mécanicien ou éboueur, mettons. T'arrives dans des métiers où ce que, bon, la fille, elle dit, bon, moi, je vais changer de transmission, mais quand tu veux changer de transmission, tu es obligé d'être deux pour faire le même travail. Donc, c'est sûr et certain qu'à ce niveau-là, il peut y avoir du sexisme. Oui, ben là, je pense que, oui, c'est ça. D'abord, moi, trouvez-moi le garage où il y a un mécanicien qui va prendre une transmission à bout de bras tout seul. Je le connais pas. Une transmission, madame, avec l'équipement, ça se pose tout seul, sauf que les filles ont encore besoin même avec l'équipement, ils ont encore besoin d'aide. Ça, je peux vous garantir là-dessus. Ça, c'est officiel. Il y a d'autres métiers, par contre, bon, je veux dire, si on va dans le temps, je veux dire, bon, tu avais les infirmières, les femmes, ou les hommes sont aussi capables de le faire. C'est sûr et certain. C'est juste au niveau de l'équité salariale que... quand vous dites juste au niveau de l'équité salariale, c'est quand même important. Parce qu'à salaire égal, travail égal, c'est pas une lutte qui est gagnée aujourd'hui. Hein. On le voit encore, même avec le gouvernement. Oui, mais quand tu vois les filles qui viennent étudier en mécanique, parce qu'il y a bien des gars là, ou sont tomboy, ou sont je sais pas quoi. Vous pensez encore qu'on va étudier pour se trouver un mari? Comment? Vous pensez encore qu'on va étudier parce qu'on veut se trouver un mari? Non, pas vraiment. C'est juste J'espère. Je trouve que, tu sais, je veux dire, il y en mettent. Là. Je veux dire, il y a des affaires qui se font, puis il y a des affaires qui se font pas par les femmes. La nature est faite ainsi. Donc, pourquoi essayer de changer? Ouais. Mme Payette a fait ça en 1916, si je ne me trompe pas, en 1915. Oui, Mario, vos femmes chicotent. Vous me dites que les femmes, par définition, c'est faible et fragile. C'est comme les hommes. Il y a des hommes qui sont fragiles, il y a des hommes qui sont pas forts, il y a des hommes qui seraient pas capables de prendre une transmission à bout de bras. Vous avez entièrement raison. Vous avez entièrement raison. Est-ce que c'est pas juste dans la tête? Ça se peut. Ben, j'en aurais convaincu un. Merci beaucoup, Mario. Merci. Au revoir. Bonjour. Bonne journée. On va maintenant aller rejoindre Jacinthe qui nous appelle de Montréal. Bonjour, Jacinthe. Bonjour. Alors, le sexisme, est-ce qu'il existe toujours? Oui. Puis j'ai deux exemples qui vont le montrer vraiment. Juste à peu près vers 2-3 ans, je travaillais dans un restaurant que tout le monde connaît, le McDonald's. Puis jamais on va voir une fille à la cuisine puis un gars à l'avant au gaz. Pourtant, il me semble que dans les vieux schémas, la femme était parfaite à la cuisine. Oui, je sais, mais c'est pour l'image. C'est pour l'image d'en avant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez l'air toute jeune. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit ce monde-là devant nous? Bien, on commence à avoir un peu peur parce que ça revient comme aux origines d'avant. Puis ça, c'est notre monde. Ça va être à nous bientôt, le monde. Ils vont nous laisser la place. Les plus vieux vont nous laisser notre place. Alors, quand Yves Payette me disait au téléphone ce matin, il faut être très prudent parce que si on n'avance pas, on recule. Et à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est du recul pour les femmes. Vous croyez à ça? Effectivement. Juste maintenant, là, j'ai un travail que, comme le monsieur disait avant, Mario, je pense, il disait que comme les vidangeurs et les mécaniciens, ben moi, j'ai appelé à la ville, puis maintenant, je ramasse les vidanges. Puis j'ai été victime de beaucoup de commentaires genre « Ah, t'es une fille, tu fais ça, tu dois avoir de la misère. » Puis c'est vrai, ben j'ai pas vraiment de la misère autant que les autres, mais c'est vrai, je suis petite, puis tu sais, c'est pas que je suis moins forte, mais tu sais, avec de la pratique, je devrais être meilleure. Mais, non, vous ne payez pas à rien faire. Non, j'ai une paye comme les autres. Sauf que, tu sais, il me disait, mais on va vous mettre 3 à la place de 2 parce que, ou quoi que ça aille moins vite. Puis... Donc, c'est latent, c'est toujours là. Il y a ce sexisme-là, même s'il y a eu d'énormes progrès de fait, vous le sentez en tant que jeune femme qui vient d'entrer sur le marché du travail. Oui. Vous en êtes parfaitement consciente qu'il y a du sexisme. Oui, même juste avant de déménager, je restais chez mes parents, puis c'était ma mère qui faisait le souper, elle attendait son chum. Le souper était sur la table, la vaisselle était faite après. C'est toujours été comme ça. Mais remarquez, pas avancé, dans le fond. Si elle le fait parce qu'elle le fait mieux que son chum, ça, je peux le comprendre. Bien, c'est pas mieux. C'est que de la pratique, il devrait être bon. Et c'est l'égalité, moi, je trouve. Si une femme est capable de faire la vaisselle, le gars qui doit être autant capable, me semble pas parce que tu es une fille que tu es meilleure. Pensez-vous que nous, les femmes des années 50, les baby boomers, on a élevé nos filles vraiment pour être encore soumises à l'homme? Oui, puis non. Il y en a, puis il y en a qui ont évolué. Il y en a qui étaient, comme on pourrait
qui étaient ouverts d'esprit, puis qui ont dit, ben, qu'ils n'ont pas élevé comme ça, mais il y en a, je suis sûre que c'est comme ça. Donc, il ne faut pas oublier que l'égalité, c'est pas un droit acquis, c'est quelque chose pour lequel il faut continuer. Ben oui, sinon on va reculer, puis ça n'avancera pas, on va revenir comme avant, il n'y a rien qui va changer. Merci beaucoup d'avoir appelé. Merci beaucoup d'avoir appelé, Jacinthe. Bonjour. On s'arrête quelques secondes. On va reprendre le sujet de l'émission sur le sexisme. Est-ce qu'il existe encore à 12h30? Et entre midi et 12h30, on va parler nouvelles, nationales, internationales et locales. La nuit dernière, à Ville-d'Anjou et à Saint-Léonard, au nord-est de Montréal. La population a été réveillée par des bruits sourds. On entendait des détonations, des hélicoptères qui volaient à basse altitude. Plus précisément, ça se déroulait au-dessus du parc industriel de Ville-d'Anjou. Alors, on s'est bien demandé ce qui s'est passé. On le sait maintenant avec plus de précision. Les Forces armées canadiennes viennent de préciser qu'il s'agissait d'exercices militaires. Ce sont 2 hélicoptères qui exerçaient les pilotes au vol de nuit. On voulait qu'ils exercent leur vision nocturne avec des jumelles. Les Forces armées canadiennes disent avoir prévenu la SQ. La SQ, de son côté, semble n'avoir pas été prévenue. Il y avait peut-être quelqu'un dans la direction qui le savait, mais dans l'ensemble, les gens ne le savaient pas. En tout cas, une chose qui est certaine, c'est que les autorités municipales des localités concernées, je parle de Ville-d'Anjou et de Saint-Léonard, n'avaient pas été avisées. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'en pleine nuit, donc les gens ont été réveillés. Il y a des gens qui ont paniqué un petit peu. On a appelé la Sûreté du Québec, on a appelé la police de la CUM. Finalement, c'était pas très grave, mais ça a créé un peu d'émoi. Les Forces armées canadiennes devaient poursuivre ces exercices-là, peut-être même dès aujourd'hui, mais là, on réévalue la situation. Là. On devrait savoir un petit peu plus tard cet après-midi qu'est-ce qui va arriver avec ça. Et on devra sans doute prévenir les gens. Oui, bien normalement, c'est ce qui aurait dû être fait. Oui, effectivement. Lui, il y a 2 semaines à peine. Et pour vous donner, Serge, une idée de l'ampleur du feu qui brûle actuellement, le feu de Bonaventure d'il y a 2 semaines avait brûlé à ce moment 6800 hectares de forêt. Et en 12 heures à peine, le feu actuellement a brûlé 4000 hectares. Donc, il est complètement hors de contrôle. Qu'est-ce que c'est la cause de cet incendie-là? Bon, à la SOPFEU, à la Société de protection des forêts contre les feux, on dit que c'est une cause humaine probablement reliée à des opérations forestières. Donc, vous savez, les forêts gaspésiennes sont de véritables bombes présentement dues à l'assèchement. Alors, il ne suffit que d'un étincelle pour allumer le tout. Est-ce qu'on dispose des ressources nécessaires pour combattre ce feu-là? On sait que celui de Bonaventure avait brûlé longtemps. On s'était demandé à l'époque si on avait tous les moyens qu'il fallait. Est-ce que c'est le cas, là? Bon, hier, lorsque l'incendie a été déclaré, la SOPFEU, malheureusement, s'est dit incapable d'effectuer quoi que ce soit. Il était tard et puis les avions n'étaient pas sur place. Alors, dès ce matin, très tôt, il y a une 50aine de combattants qui ont pris part à la lutte contre l'élément destructeur. Ils sont appuyés de CL-215 et de CL-415. Mais pour vous dire la vérité, on arrive à peine des lieux et tous s'accordent à dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire vu l'intensité du brasier. Les avions CL-215 ont 1200 gallons d'eau environ à bord et puis ça ne fait pas grand effet sur le feu actuellement. Dernière question, David. C'est donc en plein bois, ça veut dire qu'en principe, il n'y a pas de résidences qui sont menacées et des choses comme ça? Non, pas jusqu'à maintenant. Il y a des camps forestiers qui ont été évacués. Il y a de la machinerie forestière qui a été enlevée des lieux aussi ce matin. Mais pour l'instant, non, on ne parle pas de résidences qui seraient menacées. Par contre, ça a un impact majeur sur l'industrie forestière en région. Et est-ce qu'on prévoit du beau temps encore pour les prochains jours ou s'il y a de la pluie d'annoncer? Heureusement pour les touristes en Gaspésie et malheureusement pour les combattants, on prévoit encore de 3 à 4 jours de soleil intense, comme aujourd'hui d'ailleurs. Donc ça ne devrait pas aider la lutte à cet incendie majeur, Serge. Merci beaucoup, David, pour toutes ces informations. Parfait, bonne journée. Au revoir. Et puis, bonne et mauvaise nouvelle. Les femmes sont de plus en plus présentes. Nous, les femmes, on est de plus en plus présentes sur le marché du travail. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'est pas encore rendu à équivaloir au salaire des hommes. C'est ça. Vous faites encore moins d'argent que les hommes sur le marché du travail. Je ne sais pas pourquoi je souris, mais c'est vrai. Parce qu'on ne peut pas pleurer. Hein? Non, effectivement. C'est sûr que c'est pas une grande surprise, probablement, pour vous d'apprendre tout ça, mais ça vaut la peine qu'on s'y arrête parce que Statistique Canada a publié hier sa première étude vraiment détaillée depuis 5 ans sur la situation des femmes à l'école et sur le marché du travail. Les femmes ont fait des progrès, Marie-Thieu, vous venez de le dire, vers l'égalité avec les hommes à l'école et sur le marché du travail, mais elles font encore moins d'argent. En 1994, prenons la situation à l'école,
52,2 % des étudiants inscrits à temps complet à l'université étaient des femmes. On va parler des salaires maintenant. En 1993, les femmes occupaient 45 % des emplois au Canada, mais leur revenu moyen était de 16 500 $ pour les femmes, comparativement à 28 600 pour les hommes. Comment ça s'explique? C'est parce que beaucoup de femmes occupent des emplois à temps partiel. C'est ce qui explique la différence de salaire. Et les 2 tiers des femmes qui travaillent occupent des emplois à temps partiel. Pour ce qui est des emplois à temps plein, les femmes gagnaient en 93 72 % du salaire des hommes. C'est 8 % de plus qu'au début des années 80. Donc, il y a encore des progrès. Et il y a aussi de plus en plus de femmes qui travaillent. L'an dernier, c'était 52 % des femmes qui étaient sur le marché du travail, comparativement à 42 % en 76. Et donnée intéressante, je sais que vous allez en reparler dans votre émission, oui. Les 2 tiers des femmes qui sont sur le marché du travail ont des enfants de moins de 16 ans à la maison. J'ai presque envie de terminer cette nouvelle-là en disant « Un jour, nous vaincrons ». Vous vous souvenez des vieux slogans des années 60? Je vous le souhaite. On va parler de Jean Charest maintenant. Lui aussi est rentré de vacances. Ça veut dire que ça commence à vraiment sentir le référendum. Oui, hier, il a prononcé une allocution. Il a bien sûr parlé de